Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, spectateurs de Mondial TV. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er décembre 2016 dans le cadre de notre émission Questions à domicile. Nous accueillons pour vous aujourd'hui monsieur Samuel Dienga, avec qui nous allons nous entretenir sur les questions de l'heure en République démocratique du Congo. Nous vous rappelons que M. Samuel Dienga est analyste sociopolitique congolais avec qui nous nous entretiendrons de mots qui minent la société congolaise en cette période cruciale préélectorale et à la veille de la date fatidique de 19 décembre 2016. Donc les questions que nous allons nous entretenir avec monsieur Sami Dienga, c'est notamment sur les tribalismes au sein de la classe politique et dans la vie communautaire congolaise, notamment les églises communautaires dites des réveils, et puis l'origine de la pauvreté au Congo. Donc, sans plus tarder, nous allons saluer notre invité, M. Samuel Dienga. Bonsoir, M. Samuel Dienga. Bonsoir. Oui, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Donc, nous allons commencer par traiter notre premier sujet en tant qu'analyste politique. Nous voulons avoir votre avis sur les tribalismes qui minent la classe politique et la société congolaise tout entière. Qu'avez-vous à nous dire par rapport aux origines des tribalismes et ses méfaits dans la communauté congolaise? Nous allons démarrer cette question, justement, ce n'est même pas les politiciens, c'est plus la population qui montre jusqu'où va la question sur les tribalismes. Plusieurs fois, on a voté, les gens qui parlent ce qu'on appelle les swahiliphones vont voter Kabila, les gens qu'on appelle les lingalaphones étaient du côté des Bemba, ça c'était une fois, tout comme on pourrait dire aujourd'hui la constitution ou la cellule qui compose l'IDPS, on trouve que les Baluba, ce qu'on appelle autrement dit les Kassaïens. On voit d'ailleurs quel poste occupe le fils Tshisekedi. Voilà. Or que quand on a des candidats, on doit suivre les promesses, l'idéologie que vous promet un candidat. Est-ce qu'il nous promet une scolarité gratuite? Est-ce qu'il nous promet des soins médicaux gratuits? Mais nous votons quelqu'un parce qu'il est de ma région ou parce qu'il est de mon tribu. On n'avance pas avec ça. On n'avance pas avec ça. On devrait écouter les promesses pour pouvoir juger tous ces politiciens plus tard. Que voilà, il nous a promis ça, il ne l'a pas fait, où est-ce qu'on en est? C'est comme là, il y a un faux débat sur l'origine de Kabila. Dire que Kabila n'est pas congolais, qu'il est rwandais, c'est un faux débat. Moi, je préférerais qu'on attaque Kabila sur les promesses. Qu'est-ce qu'il a promis? Aujourd'hui, le mandat arrive à son échéance. Ça s'arrête là. Monsieur, le mandat arrive à l'échéance. On passe à autre chose. Et on va prendre les nouveaux candidats. On va écouter leurs promesses. Et on doit voter par rapport à une conception. Qu'est-ce que les nouveaux candidats nous promettent? Comme ça, 5 ans après, on va juger quel est le bilan de celui qui est là. Qu'est-ce qu'il nous a promis et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Voilà tout simplement. Oui, mais M. Sami Dienga, vous connaissez très bien en tant qu'analyste sociopolitique congolais, vous connaissez très bien que
Au sortir de l'indépendance, nous avions un nombre vraiment très minime des intellectuels et universitaires à l'époque. Et puis le premier gouvernement congolais n'a pas résisté longtemps pour former des cadres et la population comme il se doit, comme dans des pays développés, puisque on a vu tout de suite le 25 novembre 1965, Mobutu s'est accaparé des pouvoirs et puis il a détruit les tissus éducatifs. Donc, ce sont toutes ces conséquences-là qui ont abouti jusqu'au tribalisme. Aujourd'hui, les gens ne savent pas voter en âme et conscience. Ils sont toujours dans des vieux schémas tribales, faute de bonne éducation. Alors, que dites-vous par rapport à ces éléments-là? On devrait faire un travail de fond. Commencer l'éducation depuis le bas âge, depuis l'école maternelle, l'école primaire, ainsi de suite. On n'est pas formé politiquement. On reviendra toujours sur je vote quelqu'un parce qu'il est de ma région ou parce qu'il est de mon tribu. C'est pas ça. On doit voter par rapport aux promesses. Oui, mais la population n'est pas préparée à voter par rapport aux idéologies de chaque parti. Ils votent par rapport aux leaders, les leaders qui sont bien souvent des leaders tribales. C'est encore malheureusement le cas aujourd'hui. Comment remédier à cet état de fait pendant que la population n'est pas outillée à pouvoir se choisir des leaders politiques sur base de leur doctrine politique? Il faut véhiculer le message, éduquer tout le monde. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, on doit aller dans les écoles, dans les quartiers, véhiculer le message, écouter la propagande des nouveaux candidats. Tout simplement. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'avec plusieurs chaînes que nous avons dans le pays, au Congo, ils ne mettent que des programmes religieux et des programmes de distraction avec, entrecoupés par des publicités des sociétés brassicoles telles que Linibra, Bralima, etc. etc. Donc, les émissions éducatives sont très rares. Comment sensibiliser la population? Et puis, les médias officiels qui est la RTNC qui couvre l'ensemble du pays est confisqué entre les mains d'une catégorie de personnes. Comment, par quels moyens voulez-vous que la population comprenne les enjeux que représente leur vote dans plusieurs échéances électorales qui se profilent dans notre pays? Moi, j'ai une idée à moi, sans irriter les gens, que moi j'appellerais des gens fragiles. Parce qu'on se retrouve dans un pays où il y a la bière et la prière. Je m'excuse. Oui. Ça n'engage que moi ce que je vais dire. Tout à fait, oui. La bière et la prière. Les gens s'abruttissent dans les églises, on ne réfléchit plus. Et une grande partie aussi qui sont dans la bière. Donc c'est un pays où il y a la bière et la prière. Ça sonne bien. Mais tout cela n'est pas entretenu par mais les systèmes. Ça arrange les gens qui nous gouvernent. Parce qu'il y a une grande partie de la population qui s'abruttisse là-dedans. Quand vous prenez les églises, vous prenez les chefs des églises, qui doivent s'appeler aujourd'hui bishop, prophète, apôtre, comme si le mot frère ne leur suffisait plus. Il faut qu'il soit apôtre ou prophète. C'est même un manque d'humilité. Soyez humble, soyez simple. On peut vous appeler frère Patrice, ça s'arrête là. Pourquoi on doit vous appeler prophète, bishop? Ça n'a pas de sens. Hein? Et moi je pense qu'on attaque que les gens qui sont faibles. Hein? Frère Antoine, ça suffit. Pourquoi être bishop ou apôtre ou, ça n'a pas de sens.
Oui, puisque vous êtes entré au deuxième point que nous devions évoquer, celui des églises des réveils. Donc, quelle responsabilité attribuez-vous aux hommes de l'église dans la débandade de la population congolaise aujourd'hui, et tout ce qui se passe dans le pays dont nous décrivons? Les hommes des églises, c'est des gens qui profitent d'un système parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a les sous-emplois. On n'a pas du travail. Ces églises-là, dans les années 70, on était encore des gamins, n'ont pas existé parce qu'il y avait le travail. Oui. On profite d'une population qui ne sait pas où aller, alors le recours devient l'église. Alors, quelqu'un qui doit aller à l'église du lundi jusqu'à vendredi, il fait son veillée de prière toute la nuit, celui-là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire dans la journée? Il doit dormir, il doit récupérer son sommeil. On profite d'un système où les gens n'ont plus de recours. Le seul recours qui leur reste, c'est l'église, aller prier. Oui, mais qu'est-ce qui fait que le peuple soit affaibli à ces points-là par les discours des hommes politiques et de religieux qui ne font que s'enrichir au détriment du peuple? On va se répéter encore, c'est ce qu'on appelle la tautologie. Oui. On va se répéter, il faut créer des emplois. Oui. Les Chinois, j'ai vu des Chinois travailler en RDC, ça ne crée pas les emplois. Si vous prenez 10 tracteurs avec 10 personnes au-dessus, ça suffit, ils font un tronçon de 5 km et la nuit, ça ne crée pas des emplois. Il faut nous chercher des sociétés qui vont embaucher 5 000 travailleurs, 10 000 travailleurs. Toutes les grandes sociétés de notre pays sont presque détruites. Toutes nos grandes sociétés, quand vous prenez la GECAMIN, la MIBA, la Somenki, la CMZ, l'Office des routes, la SNEL, le Régie des eaux, toutes ces grandes sociétés-là ne travaillent plus comme à l'époque. Il faut créer l'emploi. Oui, y compris l'ONATRA, la SNCZ à l'époque, qui est devenue la SNCC aujourd'hui, il faut créer des emplois. oui. Une fois que la population va trouver du travail, les gens vont se ressaisir, les gens vont avoir leur dignité. Et pour éviter la corruption, il faut que les gens trouvent de l'emploi. Oui, mais quand vous parlez de la création de l'emploi, alors que nous voyons des dirigeants politiques congolais cacher de l'argent, soit en Suisse, soit au Panama, soit en France, mais comment voulez-vous qu'il y ait création d'emplois dès lors que ceux qui sont censés créer de l'emploi, ils n'investissent pas au pays, ils vont investir ailleurs ou cacher leur argent ailleurs? Comment expliquez-vous cette situation? Ça appartient à la justice. Le jour où on aura l'état des droits, tous ces gens-là vont être jugés. Les gens qui ont des comptes à l'étranger, on les voit ici. Oui. On ne peut pas les citer, mais on le voit ici en Europe. Oui. Le jour où on aura l'état des droits, le jour où on pourra le mettre devant un juge, le mettre devant la justice, la population va leur demander des comptes, tout simplement. Oui, mais quand vous voyez des gens chercher à modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir et que vous vous dites que les jours où nous aurons un état des droits, ben, on ne sait pas quand est-ce que cela va arriver parce que les gens qui font du mal au pays sont là, c'est eux-mêmes qui cherchent encore à s'éterniser au pouvoir et qu'ils ont des soutiens encore beaucoup plus hauts qui les maintiennent sur place et le peuple n'a pas le droit de vivre. Comment faire? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Oui. La population leur fera... Les soulèvements populaires. On ne demande pas les soulèvements populaires parce qu'on n'a pas besoin de ça. Oui. Tout ce qu'on va demander à ces gens-là, de réfléchir.
Comme on dit, on ne peut pas tromper tout le temps tout un peuple. On ne peut que tromper pendant une petite période ou pendant un certain temps une partie de la population, c'est tout. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, c'est dit. Oui, mais en attendant, ça fait l'affaire de ceux qui se mettent plein les poches au détriment du peuple. Pendant que vous dites on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps, les affairistes continuent à faire leurs affaires. Hein? Moi, je ne peux pas appeler à une guerre civile. C'est pas... Ces pays-là ont connu déjà des grandes guerres dans les années 60, des troubles. On ne peut pas demander ça. On ne peut que conseiller à nos hommes politiques de réfléchir. C'est un pays qui a beaucoup de ressources, de réfléchir. Et prenons l'exemple du président Kabila. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de se retirer au pouvoir, de se rallier au Conseil constitutionnel. Il est encore jeune toute sa vie et qu'il amène une démocratie dans notre pays. C'est tout ce qu'on va lui demander. Oui, monsieur Samuel Dieng, vous êtes un analyste politique congolais de renom. Nous aimerions savoir à quoi attribuez-vous l'origine de la pauvreté dans votre pays, la République démocratique du Congo. La pauvreté est due au sous-emploi. Je reviens encore sur les années 70. Dans les années 70, on était encore des gamins, nos parents travaillaient, on ne voyait pas cette pauvreté-là. Aujourd'hui, la pauvreté s'est installée, on a immigré en Europe, en Asie, en Amérique, et les gens qui sont restés là-bas se sont appauvris davantage, et les gens qui sont au pouvoir se sont enrichis davantage, c'est parce qu'il y a les sous-emplois. Je ne sais pas aujourd'hui si on calcule le pourcentage, je pense qu'il y a au moins plus de 80% des gens qui sont au chômage. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ce pays-là a beaucoup de ressources. Il ne faut pas qu'on en arrive à une guerre civile. Oui, nous reviendrons encore une fois sur la question des églises, des réveils. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, une fois qu'une femme ne se marie pas, on dit qu'elle a un démon de célibat. Quand on voit un homme qui ne se marie et qui n'a pas d'emploi, on dit qu'il a des démons de chômage. Hein? Et si il y a quelqu'un qui rêve quelque chose de pas bien, on dit qu'il est poursuivi par son oncle, etc., etc. Comment expliquez-vous cette emprise culturelle des pasteurs sur toute une population pour expliquer les défaites du gouvernement, du régime en place, dont qu'on sait que ce sont des gouvernements dictatoriaux? Pour les pasteurs, la dictature n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est juste l'œuvre du Satan ou des démons qui attaquent la population. Comment expliquez-vous même pas ça. Ces fameux pasteurs ont trouvé un moyen, ils ont trouvé une faiblesse chez des personnes que moi j'appelle des personnes faibles, tout simplement. Pour leur faire un lavage de cerveau. Je vais vous citer quelque chose qu'on entend souvent, les maris des nuits. Avez-vous déjà entendu un Français ici, parce que nous sommes en France, un Français dans son vocabulaire sortir le mot mari des nuits? Non. Je pense même les Camerounais n'utilisent pas ces mots. Il n'y a que nous les Congolais qu'on entend le mari des nuits. Ça n'existe pas. Maintenant on a le mbassou. Oui. C'est terrible. Or que le mbassou, quand on prend la symptomatologie, les symptômes de lymphangite, à savoir les sarcomes de la jambe, peut donner une lymphangite. Il y a beaucoup de cancers qui peuvent donner une lymphangite. L'éléphantiasis qu'on trouve dans certaines filarioses peut donner une lymphangite. L'ulcère de Burne peut donner une lymphangite, où vous vous trouvez avec une grosse jambe.
Même l'érysipèle peut donner une lymphangite. Et ces pasteurs-là vont dire, voilà, mais si les Mbasso existent, je les dis et je les répète, prenons un enfant qui est né ici en Europe, qui n'a jamais mis ses pieds à Kinshasa, ça, c'est des preuves tangibles pour vous montrer que non, c'est des maladies qui existaient déjà là-bas ou qui existaient depuis longtemps. Les recherches ne sont pas bien faites. Les Mbasso n'est qu'un symptôme où il y a une inflammation de la voie lymphatique, tout simplement. Mais il y a plusieurs maladies qui donnent ces symptômes. Les Mbasso n'existent pas mystérieusement comme les églises vous le montrent ou vos féticheurs. Oui, pour finir, Monsieur Samuel Dienga, notre analyste congolais, comment expliquez-vous l'adage qui dit que les Congolais ne meurent jamais de mort naturelle? Ça, c'est la croyance. C'est la croyance. Je vais vous donner deux exemples. Vous prenez une femme européenne et une femme africaine pendant l'accouchement, s'il y a une de deux qui décède. La femme européenne, s'il y a un décès dans la salle d'accouchement, tout de suite il y aura un procès, il y aura une plainte. Mais chez nous, si une femme qui vient accoucher fait une hémorragie, soit la rupture de l'artère utérine, si cette femme décède, tout de suite, il y a une cause familiale. On n'avance pas. Pendant le temps que la femme européenne va porter plainte pour négligence dans la salle d'accouchement, une femme africaine, elle va penser que c'est pour cela il y a ça. On n'avance pas avec ces histoires-là. Il faut penser à autre chose. Oui, Monsieur Samuel Dienga, tout le plaisir a été pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission Questions à domicile. Nous vous prendrons juste votre mot de la fin pour que nous puissions clore en toute beauté notre émission de ce jour, dans l'espoir bien sûr de vous retrouver dans d'autres occasions. Merci. Le mot de la fin, c'était de... On a un modèle ici à suivre. La société qu'on a trouvée ici n'avait pas de modèle auparavant. Ils ont évolué. Or que nous avons un modèle, donc on peut évoluer très rapidement. Et nous marchons encore comme si nous étions dans les années 20, dans les années 30. C'est regrettable. Or que nous avons un modèle à suivre pour évoluer le plus rapidement possible. Or, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? Même quand on prend nos compatriotes qui sont ici, qu'est-ce que je peux dire? C'est ce que moi j'appelle le vocabulaire m'échappe. Vous allez trouver une grande partie des gens, une grande population qui amènent leur culture ici. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà. On doit vivre et apprendre la culture qu'on a trouvée ici pour évoluer. On ne doit pas vivre comme si on était dans un coin de Massina ou dans un coin de Kimbanse que vous amenez ça ici, ça ne colle pas. Il faut qu'on évolue, tout simplement. Ok, sur ces mots de la fin, il faut que nous évoluons, que nous allons clore notre émission Questions à domicile de ce jour avec comme invité M. Samuel Dienga qui est analyste sociopolitique congolais que nous retrouverons bien sûr dans d'autres occasions, mais pas avant de passer un petit bonjour à nos amis Trisiguez. Jimmy Mwetukwenda, Gloria Lolitop, Roger Kalombo, William Etutu, donc dans l'espoir de vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao, salut. Merci. Shed